J'appelle maintenant Thomas Schumann pour nous parler de la place du numérique en reconstruction faciale. Monsieur le Président, mes chers confrères, j'ai la charge un peu délicate d'intervenir après ces démonstrations très impressionnantes pour vous parler de choses beaucoup plus terre à terre, puisque je vais aborder un sujet purement technique et peut-être un peu plus trivial. Vous avez compris néanmoins que vous avez compris, je pense, la difficulté de ces chirurgies. On l'a entendu souvent, la durée notamment de ces chirurgies, qui embolisent donc nos blocs opératoires pendant des durées très longues. Et je vais vous exposer de quelle manière les nouvelles technologies, qui ne sont d'ailleurs plus vraiment nouvelles, ont pu faciliter notre intervention chirurgicale et, on l'espère, continueront de la faciliter. Je n'ai pas besoin d'y revenir, les situations de reconstruction devant lesquelles on se retrouve sont d'origine extrêmement diverse, dans des situations, un environnement également très variable, et les méthodes que l'on va utiliser, les techniques que l'on va utiliser dépendent bien entendu des patients auxquels on a affaire, avec deux techniques de référence pour ce qui est de la reconstruction osseuse, qui sont les greffes osseuses non vascularisées et les lambeaux micro-anastomosés, donc des reconstructions osseuses revascularisées. Qu'il s'agisse de greffes osseuses ou de lambeaux, donc de reconstruction osseuse vascularisée, on a affaire à quelques difficultés qu'il va falloir parfois contourner. Je ne m'étendrai pas sur les difficultés générales plutôt liées aux patients, notamment la possibilité tout simplement de pouvoir faire endurer à un patient une intervention très longue ou la morbidité du site de prélèvement. Mais là où les technologies d'impression 3D et d'implants personnalisés peuvent nous aider sans doute, c'est là où la conformation de la greffe osseuse ou du lambeau et son positionnement peuvent être compliqués et où on peut peut-être gagner en précision et donc en prévisibilité des résultats. Pour ça, il faut d'abord savoir comment se passe une reconstruction avec des méthodes traditionnelles, et vous avez vu dans les présentations précédentes ces situations de perte de substance élargie dans lesquelles nous manquons souvent de repères pour savoir en quelle forme donner à la pièce osseuse à reconstruire et surtout quelle position lui donner. Dans les meilleurs cas, on a un abord cervical qui nous permet d'avoir un bon accès visuel à la perte de substance à reconstruire, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il peut être assez difficile et donc chronophage de conformer ce lambeau pour lui donner la forme adéquate. Depuis maintenant largement une dizaine d'années, nous avons des outils informatiques qui nous permettent de simuler les chirurgies, et nous avons commencé à les utiliser à partir de 2009 dans le service, en collaboration avec la société Materialize, qui donc nous a offert ces solutions où on pouvait, comme vous le voyez ici, étudier la conformation du lambeau que l'on voulait obtenir pour réparer la perte de substance. C'était un outil qui nous a semblé intéressant car il permettait notamment de tester différents scénarios chirurgicaux, d'anticiper la longueur des segments à préparer dans la fibula, puisque vous avez compris qu'on utilise très fréquemment ce lambeau de fibula. Il y en a d'autres, bien entendu. Et donc déjà de s'entraîner finalement à la chirurgie que l'on allait faire, puisque bien entendu cette chirurgie est différente et nouvelle pratiquement pour chaque patient. Mais au-delà de ça, on a rapidement pu disposer de dispositifs de transfert au bloc opératoire de ces conformations grâce aux technologies d'impression en 3D qui étaient d'abord des impressions en 3D en polyamide, donc en polymère, et qui permettaient de fabriquer des guides chirurgicaux, vous les voyez ici, qui permettaient de répliquer de manière assez fidèle ces simulations chirurgicales. On a vite été assez surpris effectivement de ce que pouvaient nous apporter ces dispositifs et tellement enthousiaste qu'on a décidé d'en profiter puisqu'on pouvait prévoir exactement la forme. Alors exactement, on peut en reparler, mais en tout cas mieux qu'avant, prévoir la forme et le positionnement de ces lambeaux. On a décidé
de gagner du temps et de mettre en place directement, lorsque c'était possible, les implants dentaires qui étaient nécessaires pour remplacer la denture manquante ou amputée. Néanmoins, si la conformation du lambeau était-elle effectivement satisfaisante et nous permettait de mettre en place ces implants, on a eu pas mal de surprises finalement dans le positionnement de ces lambeaux, surtout dans des situations dans lesquelles on avait très peu d'accès au site opératoire. Je veux parler de situations où le seul accès était l'orifice buccal, comme vous le voyez sur les radiographies de droite, où en dépit de la bonne conformation de ce lambeau, son positionnement est tout à fait incorrect. Une solution qui a été envisagée pour améliorer la prévisibilité du positionnement de ces lambeaux, dès lors qu'il y avait effectivement un projet de réhabilitation sur un plan dentaire, c'était d'utiliser directement l'occlusion, comme on le fait dans d'autres champs de notre discipline, notamment en traumatologie ou en chirurgie orthodontique, pour garantir le bon positionnement de ces reconstructions. Et nous avons alors inversé notre manière de planifier ces reconstructions, non plus en démarrant, si vous voulez, en fonction de repères osseux, mais bien en démarrant en fonction des données de l'articulé dentaire et en positionnant en premier les implants dentaires et en amenant la reconstruction osseuse autour de ces implants dentaires pour assurer un positionnement fonctionnel de cette reconstruction. Et vous avez ici un cas que vous avez déjà vu passer dans les présentations précédentes, où on a pu faire une reconstruction composite complète de la mandibule avec une reconstruction osseuse et une reconstruction dentaire en un temps, et où la reconstruction osseuse est totalement asservie à l'organe dentaire, en quelque sorte, puisque le positionnement est guidé ici par l'articulé dentaire, ce que vous voyez ici à droite, par un blocage maxillo-mandibulaire, avant de procéder aux microanastomoses et à la revascularisation de cette reconstruction composite. C'est grâce à cette approche qu'on avait des résultats effectivement parfaitement prévisibles et un résultat à la fois morphologique et fonctionnel très satisfaisant et tout à fait durable. La lourdeur néanmoins de ces protocoles qui nécessitent de préparer cette prothèse dentaire, de l'adapter aux implants dentaires et de retrouver exactement ces mêmes positions au bloc opératoire et surtout le faible nombre de patients finalement éligibles à une réhabilitation implantaire, en particulier dans le contexte de la cancérologie où tous les patients ne sont pas éligibles, et puis la durée qu'implique cette préparation, qui n'est pas non plus très compatible avec des prises en charge dans le contexte carcinologique, a fait que finalement cette technique était peu appropriée, ne permettait en tout cas pas de répondre à l'ensemble des situations. On a poussé les développements de ces dispositifs personnalisés et de ces guides chirurgicaux qu'on a utilisés en 2012 pour d'autres indications, notamment pour des séquelles traumatologiques dans un premier temps, et puis rapidement pour la chirurgie orthodontique, pour les décliner finalement à la chirurgie reconstructrice. Ce que vous voyez ici, grâce au développement sur le plan technologique, de la possibilité d'imprimer directement, non pas des dispositifs en polyamide, mais directement des dispositifs en titane, tout à fait comparables aux implants d'ostéosynthèse classiques qui sont usinés, et donc des plaques d'ostéosynthèse imprimées en 3D en titane. Grâce à la connaissance de la géométrie, à l'anticipation de la géométrie des dispositifs de fixation, on était dès lors capable de simuler tout cela dans un environnement complètement numérique, l'emplacement des vis d'ostéosynthèse, ce que vous voyez à gauche, dans un premier temps, et d'en déduire, de concevoir à partir de ces vis d'ostéosynthèse des guides, non plus seulement d'ostéotomie, mais également de préforage qui nous indiquent donc d'emblée l'emplacement des dispositifs d'ostéosynthèse. Et vous voyez donc à droite un exemple avec une superposition de l'imagerie post-opératoire et de la planification, et vous voyez qu'on est extrêmement proche de la planification, donc une excellente prévisibilité du positionnement de ces segments osseux, ici dans une reconstruction maxillo-mandibulaire par un même lambeau de fibula. Et bien sûr, l'anticipation de ces positionnements s'est avérée d'une grande aide au bloc opératoire, parce qu'au-delà de leur précision, ils nous font gagner un temps précieux. Vous avez compris que c'est des interventions qui peuvent être très longues, et dans la longueur de l'intervention, il y a un temps
la majeure partie de l'intervention, mais ça peut quand même prendre pas mal de temps, qui est dévolu à la conformation de ces lambeaux et le fait de pouvoir l'anticiper, avoir des dispositifs de transfert. Ça a été montré, fait gagner pratiquement 1 heure d'intervention. C'est un gain de temps, c'est un gain aussi de tranquillité pour le chirurgien et je crois qu'une des démonstrations de l'efficacité de ces dispositifs, c'est leur adoption quand même assez large désormais dans un grand nombre de centres qui font de la reconstruction. Et vous voyez ici le cas d'un patient qui a une ostéoradionécrose, qui est tout à fait comparable à d'autres cas que vous avez vu passer auparavant, et finalement une situation chez ce patient Agnat où l'on n'a pratiquement aucun repère en opératoire pour savoir où positionner cette reconstruction. Le fait de travailler dans un environnement numérique au préalable nous permet réellement de décider du bon emplacement et puis surtout d'avoir le cerveau et les mains libres pour se concentrer sur la gestion des tissus mous et des autres temps difficiles de l'intervention, ce qui est quand même d'une grande aide. Alors ça, c'est pour la partie qui concerne la conformation et le positionnement des lambeaux osseux, mais bien sûr dans l'idéal, et je rejoins ici la discussion qui commençait juste avant mon intervention sur les possibilités de remplacement prothétique de pertes de substances osseuses que l'on souhaiterait tous pouvoir mettre en œuvre et que l'on met en œuvre finalement, c'est ce qu'on fait quand on met une plaque d'ostéosynthèse, ce que certains appellent une attelle de reconstruction, qui est souvent une solution d'attente. On sait bien que ce n'est pas une solution définitive, c'est ce que vous voyez à gauche. Ce pontage des pertes de substances mandibulaires va s'exposer dans l'immense majorité des cas, dans 70% des cas, dans les 2 années qui suivent leur mise en place, ces plaques de reconstruction vont s'exposer. Si d'aventure elles sont relativement stables, elles vont finir par se fracturer ou par se déceler. C'est bien connu, les orthopédistes parmi vous connaissent bien les effets de stress shielding dus notamment à la différence de rigidité entre l'implant, le titane et l'os adjacent. Tout ça est très étudié et de nombreuses équipes travaillent à la mise au point de substituts osseux qui pourraient être plus durables et plus stables. Différentes familles de matériaux ont été utilisées et sont explorées. Vous les avez ici résumés, principalement les bioverres, les matériaux en céramique qui sont désormais bien utilisés, notamment en neurochirurgie, c'est-à-dire dans des situations où il n'y a finalement pratiquement pas de contraintes mécaniques. Les matériaux en céramique sont effectivement très bien tolérés et très bien intégrés, ont de nombreux avantages. Ils ont un gros inconvénient, c'est qu'ils sont fragiles et que ce sont des matériaux cassants. Et donc, y compris en neurochirurgie, il y a des complications qui sont pas exceptionnelles, des séries qui rapportent jusqu'à 40% de fractures des implants de cranioplastie en céramique. Les polymères ne sont pas vraiment adaptés à la réparation des pertes de substances osseuses puisqu'ils sont finalement assez peu à même de supporter les contraintes mécaniques. Et puis, il y a les métaux qu'on connaît depuis très longtemps. Effectivement, le titane que l'on utilise quotidiennement aujourd'hui semble le plus adapté, sauf que ses propriétés mécaniques sont intrinsèques sont très éloignées de celles de l'os. Raison pour laquelle ces équipes qui travaillent sur les substituts osseux ont bien montré que si l'on voulait espérer une bonne intégration de ces substituts et une reconstruction durable, il fallait obtenir des matériaux non pas massifs, enfin obtenir des substituts non pas massifs, mais poreux, qui puissent être colonisés par les matériaux, par les tissus environnants, et notamment vasculaires. Et l'avantage d'obtenir de fabriquer des substituts poreux, et que l'on peut ainsi jouer sur leurs propriétés mécaniques. Et c'est la raison pour laquelle ce titane, qui est quand même bien toléré, on commence à avoir quand même un très long recul sur la tolérance du titane, on a pu adapter ses propriétés mécaniques grâce à la porosité. C'est le substitut que vous voyez ici, connu sous le nom de Porosity, dont le motif élémentaire, que vous voyez là en forme d'astérisque, a été adapté pour conférer à cet implant des propriétés mécaniques très voisines de celles de l'os cortical et qui sont donc de nature à permettre sa pérennité grâce à son ostéo-intégration.
Alors, ça permet de répondre à des situations, somme toute, assez classiques et auxquelles de nombreux autres substituts osseux permettent de répondre également avec plus ou moins de succès et des avantages et des inconvénients, bien entendu. J'ai parlé des prothèses en céramique, hein, qui sont très utilisées, je crois, actuellement dans le domaine de la neurochirurgie et typiquement de ce genre de défect, de perte de substance, avec néanmoins, comme je le disais, des complications, puisque ces matériaux, y compris des années après l'implantation, peuvent se casser en cas de choc. Vous avez également des polymères qui sont utilisés dans ces situations, mais les implants poreux en titane ont montré également leur efficacité dans cette situation à tel point qu'ils ont obtenu assez récemment le remboursement, leur prise en charge, qui n'était pas le cas jusqu'il y a, je crois, un peu moins de 6 mois. Dans les reconstructions crâniennes comme dans les reconstructions du tiers moyen. Vous avez ici des reconstructions également un peu plus complexes, ne serait-ce que par la complexité de l'anatomie en question, ici dans le cas d'une tumeur bénigne chez un patient qui n'avait pas été reconstruit initialement. Complexe par l'anatomie de la reconstruction, complexe également par la proximité des sinus paranasaux et des cavités aériennes, situation dans laquelle, on le sait, nombre de matériaux vont être mal tolérés et rejetés, notamment les polymères, alors que le titane, avec un recul maintenant de plus de 10 ans, le titane poreux a montré qu'il était bien toléré, bien intégré et bien toléré, sans infection et avec, alors sans infection, ça veut dire 0 infection, hein, mais avec un taux extrêmement faible d'infection au moins égal et en tout cas pas supérieur à celui d'autres matériaux. Et même plus performants que bien plus performants que les polymères dont on sait qu'ils s'infectent volontiers à proximité du nez. Avec un résultat, vous voyez ici, post-opératoire, une chirurgie qui est extrêmement simple. Hein, il n'y a aucune conformation, évidemment, et un implant qui est très facile à mettre en place. Et puis, ces implants permettent de répondre à des situations de reconstruction, non pas tellement face à des pertes de substance à proprement parler, mais des séquelles traumatiques ici où les éléments sont là, mais pas vraiment en place, avec une énophtalmie très importante, très significative, qu'il est difficile de corriger, une fracture extrêmement comminutive orbitozygomatique, et pour laquelle on combine ces implants avec des ostéotomies pour remettre en place, en même temps que les différents fragments du zygoma, corriger ce très fort élargissement de la cavité orbitaire qui crée cette énophtalmie. Vous voyez qu'il y a des implants assez volumineux ici qui vont reconstruire les parois orbitaires dans le même temps qu'une ostéotomie qui va remettre en place les segments zygomatiques. Et vous voyez ici la correction de l'énophtalmie avec un globe oculaire à droite qui est pratiquement aussi projeté que le globe oculaire gauche grâce à la réduction importante du volume de la cavité orbitaire. Voilà, alors beaucoup de choses restent à faire dans le domaine, bien sûr, et j'anticipe peut-être un peu sur les questions pour rebondir sur la question qui a été posée juste avant. Malheureusement, effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a aucun matériau qui permette de remplacer un segment mandibulaire manquant de manière pérenne. Mais vous voyez qu'il y a des évolutions grâce, entre autres, à l'impression 3D, mais pas seulement. L'avenir est peut-être à la combinaison de ces matériaux, articulé également avec l'impression 3D pour avoir toujours des implants personnalisés qui, encore une fois, font gagner un temps précieux. Mais voilà, on pourra en discuter. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions pour préciser les données très, très complètes que nous a offert Thomas Schumann? Pas de questions. Michel, tu n'as pas de questions? Toujours des questions, bien sûr. Compliment encore une fois de la belle présentation. Sachez que toutes les équipes, que ce soit au Canada, Québec en particulier, l'Institut Gustave Roussy, nous sommes séduits par ce matériau que vous avez cité. Il y a une remarque peut-être que vous n'avez pas abordée, c'est l'effet de la température. Au Québec, plus 30 en été, moins 40 en hiver. Et les malades se plaignent de la douleur entraînée par ces longues prothèses en titane ou métallique en tout cas.
Et donc, sachez que tous, nous avons fait des protocoles moins performants que vous, mais pour améliorer les résultats. Donc, c'est vraiment admis maintenant par toutes les équipes performantes. Voilà, merci, monsieur. Merci pour cette question. Vous avez tout à fait raison. La problématique des implants métalliques en général et en règle, le plus souvent en titane, c'est l'inertie thermique du métal qui crée effectivement des douleurs en fonction de la température. Et c'est une des caractéristiques qui a été étudiée sur ces implants poreux en titane. Et justement, ce motif poreux permet de modifier également le confort thermique. Alors, peut-être pas de manière, ça résout peut-être pas toutes les questions. Néanmoins, l'inertie thermique du titane est extraordinairement réduite grâce à ce motif poreux. Et dans une étude de suivi clinique multicentrique qui a duré 4 ans maintenant, dont on a les résultats, on a montré donc une très bonne, voire une excellente tolérance de ces implants dans différentes régions du monde. Mais c'est vrai, pas dans des régions très très froides. Merci beaucoup. Merci Thomas. Il faudrait te remercier d'avoir aussi su développer au sein du service un axe de recherche biomécanique qui m'est particulier.